La neuropsychologie se situe à la croisée de la psychologie et des neurosciences. Et elle s'intéresse à la façon dont ton cerveau, par sa structure et son fonctionnement, permet l'émergence de tes pensées, de tes émotions et de tes comportements. Elle cherche à relier ce qui se passe entre les différentes parties du cerveau avec ce que tu ressens, ce que tu fais et la manière dont tu traites l'information. Quand tu te demandes pourquoi une lésion dans une zone précise du cerveau peut modifier les langages, la mémoire ou l'humeur, tu es déjà en train de raisonner en neuropsychologue. Tu peux par exemple imaginer deux patients qui ont eu un accident vasculaire cérébral. L'un a du mal à parler, l'autre a surtout des difficultés à se repérer dans l'espace. La neuropsychologie va chercher à comprendre quelles lésions cérébrales ont été touchées chez chacun et comment ces atteintes expliquent les différences de symptômes observés. Le cerveau est divisé en deux grands hémisphères, gauche et droit, qui coopèrent en permanence mais qui présentent aussi des spécialisations fonctionnelles. L'hémisphère gauche est souvent associé au langage et à certaines formes de raisonnement analytique, tandis que l'hémisphère droit est davantage impliqué dans le traitement global, la perception spatiale, certains aspects de la perception émotionnelle également. Les deux hémisphères communiquent grâce à un faisceau de fibres, le corps calleux, qui permet de coordonner leurs activités. Si tu fermes les yeux et que tu te répètes mentalement une phrase, tu mobilises surtout des régions de l'hémisphère gauche liées au langage. Alors que si tu t'imagines tourner dans une pièce et retrouver la porte, tu sollicites davantage des zones de l'hémisphère droit impliquées dans la perception de l'espace. Chaque hémisphère est lui-même organisé en 4 grands lobes cérébraux: frontal, pariétal, occipital et temporal. Ces lobes, ils ont chacun des fonctions particulières. Le lobe frontal intervient dans la planification, la prise de décision, le contrôle de soi et les fonctions exécutives. Le lobe pariétal traite notamment les informations sensorielles et spatiales. Le lobe occipital, lui, il est principalement dédié à la vision, et le lobe temporal joue quant à lui un rôle central dans l'audition, la mémoire et certains aspects du langage. Cette organisation en lobes permet de relier plus facilement une fonction psychologique à une région anatomique. Quand tu te prépares à un exposé, que tu organises tes idées, et que tu décides par quoi commencer, et aussi que tu t'empêches de te laisser distraire par ton téléphone, tu vas mobiliser surtout ton lobe frontal. Quand tu reconnais un visage dans la rue, ou que tu identifies une chanson dès les premières notes, tu fais intervenir les régions temporales spécialisées dans la reconnaissance visuelle et auditive. Au cœur du cerveau se trouve le système limbique, un ensemble de structures impliquées dans les émotions, la mémoire et l'état d'activation, qu'on appelle aussi arousal. Ce système comprend notamment des régions comme l'hippocampe, essentielle pour la formation de nouveaux souvenirs, et l'amygdale, très impliquée dans la détection de stimuli émotionnels, en particulier ceux associés à la peur ou au danger. Le système limbique joue lui un rôle clé dans la manière dont tu ressens et régules tes émotions. Tu revis mentalement un souvenir très marquant, par exemple un examen important ou un accident. Tu mobilises ton hippocampe pour rappeler l'épisode et ton amygdale pour la collaboration émotionnelle associée. Ce qui explique pourquoi certains souvenirs sont chargés d'émotions alors que d'autres restent neutres. Sous les hémisphères, le tronc cérébral assure la régulation de fonctions vitales, comme la respiration, le rythme cardiaque ou le sommeil, et sert de voie de passage entre le cerveau et le reste du corps. Il transmet les informations sensorielles qui montent vers le cerveau et les commandes motrices qui descendent vers les muscles. Sans ce relais, les régions supérieures du cerveau ne pourraient ni recevoir les signaux du corps, ni envoyer leurs ordres.
Quand tu t'endors progressivement, que ta respiration se ralentit et que ton niveau de vigilance diminue, ton tronc cérébral ajuste automatiquement ses paramètres vitaux sans que tu aies besoin d'y penser, ce qui illustre son rôle dans la régulation de l'éveil et du sommeil. L'unité de base du fonctionnement cérébral, c'est le neurone, une cellule spécialisée dans la transmission de signaux électriques. Chaque neurone reçoit des informations, les traite et les transmet à d'autres neurones, formant ainsi des réseaux extrêmement complexes. C'est l'activité coordonnée de milliards de neurones qui permet l'émergence de tes pensées, de tes perceptions et de tes comportements. Quand tu apprends un nouveau numéro de téléphone et que tu le répètes mentalement pour ne pas l'oublier tout de suite, tu fais circuler des signaux électriques dans des réseaux de neurones qui codent temporairement cette information. Les neurones communiquent entre eux au niveau de points de contact appelés synapses, où le signal électrique est converti en signal chimique, puis à nouveau en signal électrique. À la synapse, un neurone libère des substances chimiques dans un minuscule espace, et ces substances vont agir sur le neurone suivant. La qualité et l'efficacité de cette transmission synaptique sont essentielles pour le bon fonctionnement des circuits cérébraux. Quand tu prends un médicament qui agit sur l'humeur ou l'anxiété, il modifie souvent la transmission au niveau de certaines synapses, ce qui peut augmenter ou diminuer la communication entre des groupes de neurones impliqués dans la régulation émotionnelle. Les substances chimiques qui assurent la transmission du signal d'un neurone à l'autre sont appelées neurotransmetteurs. Elles sont libérées dans les synapses, se fixent sur des récepteurs du neurone suivant et déclenchent une réponse qui peut être excitatrice ou inhibitrice. Chaque neurotransmetteur a des effets particuliers et intervient dans différents systèmes fonctionnels du cerveau. Par exemple, la dopamine est impliquée dans le système de récompense et la motivation, ce qui explique pourquoi certaines activités plaisantes renforcent des circuits dopaminergiques, alors que la sérotonine joue un rôle important dans la régulation de l'humeur, du sommeil et de l'appétit. À côté des neurotransmetteurs, il existe aussi des neuromodulateurs, qui n'assurent pas seulement la transmission d'un signal ponctuel, mais modulent plus largement l'activité neuronale et la transmission synaptique. Ces neuromodulateurs, ils peuvent modifier la sensibilité des neurones, influencer la force des connexions synaptiques et ajuster le fonctionnement de réseaux entiers. Ils agissent souvent de manière plus diffuse et plus durable que les neurotransmetteurs classiques. Quand tu es stressé pendant plusieurs jours, certains neuromodulateurs liés au stress peuvent modifier le fonctionnement de larges réseaux cérébraux, ce qui peut influencer ton attention, ton sommeil et ta réactivité émotionnelle sur une période prolongée. Parmi les grandes fonctions cérébrales, la cognition occupe une place centrale et regroupe l'ensemble des processus qui te permettent de traiter l'information, de raisonner, de mémoriser et de prendre des décisions. L'attention, la mémoire et les fonctions exécutives en sont des composantes majeures. Ces fonctions cognitives reposent sur l'activité coordonnée de nombreuses régions cérébrales et sur l'intégrité des réseaux neuronaux qui les relient. Quand tu suis un cours et que tu essayes de comprendre, de sélectionner les idées importantes, de les retenir et de les organiser, tu mobilises simultanément ton attention, ta mémoire et tes fonctions exécutives, ce qui illustre à quel point ces processus sont interdépendants. L'attention correspond à la capacité de sélectionner certaines informations et de te concentrer sur ce qui est pertinent en ignorant le reste. Elle te permet de filtrer le flot continu de stimulation qui t'entoure pour ne pas être submergé. Sans ce filtrage attentionnel, il serait très difficile de mener à bien une tâche précise. Quand tu révises dans un café bruyant et que tu parviens malgré tout à te focaliser sur ton texte en faisant abstraction de la conversation autour de toi, tu exerces ta capacité attentionnelle à sélectionner les informations utiles et à inhiber les distractions. La mémoire regroupe les processus
d'encodage, de stockage et de récupération des informations. L'encodage correspond au moment où tu enregistres une information, le stockage à la conservation de cette information dans le temps et la récupération au fait de la rappeler quand tu en as besoin. Ces trois étapes doivent fonctionner correctement pour que tu puisses te souvenir de manière efficace. Quand tu apprends une définition, que tu la répètes plusieurs fois, puis que tu la retrouves lors de l'examen, tu passes par un encodage actif, un stockage plus ou moins durable et une récupération au moment où tu dois répondre à la question. Les fonctions exécutives regroupent la planification, la résolution de problèmes, la flexibilité cognitive et l'inhibition. Elles te permettent d'organiser des actions, d'anticiper les conséquences, de changer de stratégie si nécessaire et de résister à des réponses automatiques inadaptées. Ces fonctions sont particulièrement liées au fonctionnement du lobe frontal. Quand tu organises ta semaine de révision et que tu décides de l'ordre des matières, que tu ajustes ton planning en fonction des imprévus et que tu t'empêches de consulter Instagram pendant un temps donné, tu mets en œuvre tes fonctions exécutives de planification, de flexibilité et d'inhibition. Les émotions constituent une autre grande dimension du fonctionnement cérébral et psychologique. Elles impliquent des réponses physiologiques, des ressentis subjectifs et des tendances à l'action. Et elles sont étroitement liées au système limbique. La manière dont tu régules ces émotions est essentielle pour ton équilibre psychologique. Quand tu ressens une montée de colère, mais que tu choisis de respirer profondément et de différer ta réaction, tu engages des processus de régulation émotionnelle qui modifient l'expression de ton émotion initiale. La régulation émotionnelle, elle correspond à l'ensemble des processus par lesquels tu influences quelles émotions tu éprouves, à quel moment tu les ressens et comment tu les exprimes. Tu peux agir avant que l'émotion n'apparaisse, en modifiant la situation ou ta manière de l'interpréter. Ou bien, après son apparition, en ajustant ton expression ou en modifiant ton attention. Ces stratégies de régulation peuvent être plus ou moins efficaces et plus ou moins adaptées selon les contextes. Quand tu te prépares à un oral stressant et que tu choisis de te concentrer sur les aspects positifs de l'événement, comme l'occasion de montrer tes compétences, tu utilises une stratégie de réévaluation cognitive qui influence la nature et l'intensité de l'émotion ressentie. La théorie de James Lang propose que les émotions résultent de la perception de tes réponses physiologiques face à un stimulus. Selon cette perspective, tu ne trembles pas parce que tu as peur, mais tu as peur parce que tu perçois que tu trembles, que ton cœur s'accélère et que ton corps réagit. L'émotion serait donc la conséquence de la prise de conscience de ces modifications corporelles. Si tu entends un bruit soudain dans une rue sombre, ton corps peut réagir très vite par une accélération cardiaque, une tension musculaire, et c'est en prenant conscience de ces changements que tu identifies l'émotion de peur, ce qui illustre la théorie de James Lang. La perception correspond au traitement des informations sensorielles qui proviennent de ton environnement et de ton propre corps. Elle commence par le traitement sensoriel, c'est-à-dire la réception et la première interprétation des signaux visuels, auditifs, tactiles, olfactifs ou gustatifs. Ces signaux sont ensuite analysés et intégrés pour donner naissance à une expérience consciente cohérente. Quand tu entends une voix, que tu reconnais la personne et que tu comprends ce qu'elle dit, tu passes par un traitement sensoriel auditif, puis par une interprétation plus complexe qui te permet d'identifier la source et le sens du message. L'intégration multisensorielle désigne la combinaison des informations provenant de différents sens pour former une perception unifiée. Ton cerveau ne traite pas chaque modalité sensorielle de manière totalement isolée. Il les met en relation pour construire une représentation plus fiable de la réalité. Cette intégration permet par exemple de mieux localiser un objet
ou de mieux comprendre une situation. Quand tu regardes quelqu'un parler et que tu entends en même temps sa voix, ton cerveau combine les informations visuelles des mouvements des lèvres et les informations auditives du son pour améliorer la compréhension, ce qui montre l'importance de l'intégration multisensorielle. Pour étudier ces liens entre cerveau et comportement, la neuropsychologie utilise différentes méthodes de recherche. L'imagerie cérébrale comme l'IRM ou le PET scan, ou bien l'EEG, permet de visualiser l'activité cérébrale et parfois la structure du cerveau. Ces techniques offrent la possibilité d'observer quelles régions s'activent lors de certaines tâches cognitives ou émotionnelles. Quand tu participes à une étude où on te demande de mémoriser des listes de mots pendant qu'on enregistre ton activité cérébrale en IRM fonctionnel, eh bien les chercheurs peuvent voir quelles zones s'activent pendant l'encodage et la récupération des informations. Les études de cas constituent une autre approche importante en analysant des patients présentant des lésions cérébrales spécifiques. En observant les déficits cognitifs ou comportementaux associés à une lésion donnée, on peut en déduire le rôle de la région atteinte. Ces études ont historiquement joué un rôle majeur dans la compréhension des fonctions cérébrales. Si un patient présente une difficulté marquée à produire le langage après une lésion dans une zone précise de l'hémisphère gauche, l'analyse de ce cas permet de renforcer l'idée que cette région est cruciale pour la production verbale, comme ça a été montré dans de nombreux cas d'aphasie. La recherche expérimentale, elle utilise des tâches cognitives contrôlées pour étudier le fonctionnement cérébral. En manipulant les conditions de présentation des stimuli ou les exigences de la tâche, les chercheurs peuvent tester des hypothèses précises sur les processus mentaux et leurs bases neurales. Les expériences, elles sont souvent combinées à des mesures comportementales et à des enregistrements cérébraux. Quand tu réalises une tâche où tu dois répondre très vite à certains signaux et t'abstenir de répondre à d'autres, les chercheurs peuvent étudier ton temps de réaction, ton taux d'erreur et l'activité de certaines régions cérébrales impliquées dans l'inhibition et le contrôle attentionnel. La neuropsychologie s'intéresse aussi aux pathologies et aux troubles qui résultent d'atteintes cérébrales. L'aphasie désigne des troubles du langage dus à des lésions cérébrales qui peuvent affecter la compréhension, la production ou la répétition du langage. Ces troubles varient selon la localisation et l'étendue de la lésion et ils constituent un domaine classique d'études en neuropsychologie. Quand une personne comprend ce qu'on lui dit, mais a beaucoup de mal à trouver ses mots ou à construire ses phrases, on peut suspecter une forme d'aphasie liée à une atteinte de région frontale de l'hémisphère gauche, qui montre le lien entre localisation cérébrale et symptômes linguistiques. La démence correspond, elle, à un déclin cognitif progressif qui touche plusieurs domaines, comme la mémoire, le langage, les fonctions exécutives ou l'orientation, et inclut notamment la maladie d'Alzheimer. Ce déclin est lié à des altérations cérébrales progressives qui perturbent le fonctionnement des réseaux neuronaux. La neuropsychologie permet de décrire précisément les profils de déficit et leurs évolutions. Quand un proche commence à oublier des événements récents, à se perdre dans les lieux familiers et à avoir des difficultés à gérer des tâches quotidiennes complexes, ces signes peuvent évoquer un début de démence et l'évaluation neuropsychologique va aider à préciser la nature et la sévérité des troubles. Les troubles de l'attention, comme le TDAH, impliquent des difficultés à maintenir l'attention, à se concentrer et à contrôler certains comportements impulsifs. Ces troubles sont associés à des particularités de fonctionnement dans des réseaux cérébraux impliqués dans l'attention et les fonctions exécutives. La neuropsychologie contribue à mieux comprendre ces mécanismes et à orienter la prise en charge. Si tu connais un enfant qui a du mal à rester assis en classe, qui se laisse facilement distraire et qui a des difficultés à terminer ses tâches,
Ces comportements peuvent être liés à un trouble de l'attention comme le TDAH. Et une évaluation neuropsychologique permettra d'explorer plus finement ses capacités attentionnelles et exécutives. La compréhension du fonctionnement cérébral est au cœur de la neuropsychologie, car elle permet de relier la biologie du cerveau au processus psychologique. En étudiant comment les structures et les réseaux neuronaux soutiennent la cognition, l'émotion et la perception, cette discipline éclaire à la fois les comportements dits normaux et les formes pathologiques. Elle offre ainsi des perspectives essentielles pour la compréhension, le diagnostic et la prise en charge des troubles neuropsychologiques.